Alors, bonjour à tous, je m'appelle Cédric Bationneau, je suis doctorant sous la direction du professeur Jean Godard et du docteur Nicolas Moirou dans l'équipe Quantim de CESTIM. Alors, aujourd'hui, je vous présente les résultats d'un travail mené sur la dynamique spatio-temporelle et la prédiction des cas de paludisme dans le district sanitaire de Diebougou au Burkina Faso de 2016 à 2017. Le plan de cette présentation suivra un plan classique. On est dans un contexte dans lequel, dans le monde, le nombre de cas de paludisme était estimé à environ 228 millions en 2018. Et selon les données statistiques de 2015 du ministère de la Santé du Burkina Faso, le paludisme représentait le principal motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. L'OMS estime que le Burkina Faso contribue à hauteur de 6% au nombre de décès dus au paludisme dans le monde. Et selon une enquête sur les indicateurs du paludisme au Burkina Faso, la prévalence parasitaire était en moyenne de 46% chez les enfants de moins de 5 ans. Le programme national de lutte contre le paludisme préconise certaines stratégies de lutte, mais pour des raisons stratégiques ou par manque de moyens, toutes ces stratégies-là ne sont pas toujours mises en œuvre de manière optimale partout et tout le temps. Et les stratégies de lutte qui sont actuellement mises en œuvre pourraient être déployées à moindre coût et de manière plus efficace en ciblant les hotspots géographiques ou les meilleures périodes de l'année pour, par exemple, démarrer la chimio-prévention saisonnière ou les distributions de moustiquaires imprégnés. Alors, l'objectif principal de ce travail était d'analyser la dynamique spatio-temporelle et de prédire des cas de paludisme dans 27 villages du district de Diebougou. Et spécifiquement, l'étude visait à identifier à l'échelle du village les clusters spatiaux des cas dans un district sanitaire du sud-ouest du Burkina Faso et à modéliser, lors d'une année épidémique, la dynamique temporelle des cas en relation avec des conditions météo et la distance des villages au centre de santé, et enfin de tester la capacité prédictive de ce modèle sur la saison de transmission suivante. L'étude s'est déroulée dans 27 villages du district sanitaire de Diebougou. Les critères d'inclusion des villages étaient une taille comprise entre 200 et 500 habitants et une distance minimale de 2 km entre les villages. Les villages dépendaient de 13 centres de santé et un recensement de la population des 27 villages a compté 7408 habitants au total. Le district sanitaire de Diebougou est situé dans la région sud-ouest du Burkina qui est caractérisée par un climat tropical avec une saison sèche d'octobre à avril et une saison de pluie de mai à septembre. Ensuite, les villages et les centres de santé ont été géoréférencés à l'aide de GPS. Donc là, on vous présente la localisation des 27 villages et des 13 centres de santé. Alors, une détection passive des cas en centre de santé a été réalisée de janvier 2016 à début septembre 2017. Donc, pour ce faire, les données de consultation des individus provenant des villages de l'étude ont été recherchées dans les registres des centres de santé. Elles ont été saisies et enregistrées grâce à des tablettes connectées. Et un cas de paludisme était défini comme étant une personne présentant un état fébrile et dont le test de diagnostic rapide effectué par l'infirmier pendant la consultation était positif. Nous avons restreint l'analyse spatio-temporelle à 52 semaines, qui est déterminée à partir du minimum au démarrage du pic épidémique, qui correspondait en gros à une année épidémique.
Pour les données météo, nous avons utilisé les données de ERA5 qui rend disponible des données horaires sur de nombreux paramètres atmosphériques et de surface. Et nous avons traité ces données-là pour obtenir des statistiques hebdomadaires. Ensuite, dans le but de réduire le nombre de variables et d'éliminer la collinéarité entre les variables, nous avons construit des indicateurs synthétiques météorologiques grâce à une analyse en composantes principales des différentes variables météo. Et les composantes principales qui répondaient aux critères de Kaiser ont été retenues comme indicateurs et utilisées dans l'analyse temporelle. Pour l'analyse spatiale, nous avons utilisé la méthode de balayage de Kuldorf pour détecter les clusters à haut risque dans un contexte purement spatial. Et là, vous avez les différents paramètres du balayage. Alors, ensuite, nous avons modélisé à l'aide de modèles additifs généralisés avec une distribution négative binomiale et des fonctions de lissage spline, la série temporelle des cas totaux, c'est-à-dire tous les villages, en fonction de chaque indicateur qu'on a construit, avec un décalage qui va de 1 à 30 semaines. Alors, un modèle additif généralisé, en fait, c'est une extension des GLM dans lequel le prédicteur linéaire va faire intervenir une somme de fonctions régulières de covariables. Et les modèles généralisés additifs vont avoir la structure suivante, où YI, c'est la variable de réponse. Ici, on a une distribution de famille exponentielle de moyenne, de mu I et des paramètres d'échelle phi. Et AI θ représente ici une composante paramétrique de la modélisation. Et pour estimer les FJ, on les décompose sur une base de spleen. Et on va noter BJK, la kème fonction de la base de spleen choisie. Et voici comment est-ce qu'on va écrire les FJ, avec bêta JK qui est inconnu. Et donc, pour chaque indicateur, les 30 modèles qu'on a obtenus ont été comparés avec le UBRE, qui est un estimateur non biaisé de l'erreur quadratique moyenne, d'un estimateur biaisé non linéaire, et le décalage produisant le meilleur modèle, c'est-à-dire qui minimisait le UBRE, pour chaque indicateur, a été retenu pour l'analyse multivariée. Ensuite, alors, la série temporelle des cas hebdomadaires cumulés à l'échelle des villages pendant l'année épidémique qu'on a choisi a été analysée à l'aide de modèles mixtes additifs généralisés. Alors, pour tenir en compte les éventuelles relations non linéaires, comme on l'a dit précédemment, avec des intercepts aléatoires sur les villages et les centres de santé pour prendre en compte la non-indépendance des données issues d'un même village ou d'un même centre de santé. Et pour prendre en compte l'autocorrélation spatiale possible des données, nous avons modélisé celle-ci en introduisant un champ gaussien avec un variogramme exponentiel négatif. Et une structure d'autocorrélation temporelle autorégressive d'ordre 1 a été introduite pour prendre en compte l'autocorrélation temporelle des cas de paludisme. Et finalement, la série temporelle des cas a été analysée en fonction des indicateurs décalés et de la distance euclidienne entre les villages et les centres de santé dont ils dépendent. Et là, vous avez la forme finale du modèle. Ensuite, pour estimer les ratios standards d'incidence associés à chaque prédicteur dans le modèle, la transformée logarithmique de la population a été introduite en offset. Vous le retrouvez ici dans le modèle. Et le modèle multivarié qu'on a créé avec les données d'une année épidémique
a été testé pour prédire les cas sur l'ensemble des années 2016 et 2017. Alors, comme résultat, nous avons que pendant l'année épidémique, nous avons enregistré 3179 cas de paludisme correspondant à une incidence de 429,13 cas pour 1000 personnes années. En moyenne, nous avons enregistré 61,13 cas par semaine avec un maximum de 132 cas atteints à la première semaine d'août. Et la courbe qu'on a vue précédemment, des cas sur l'année épidémique présente deux pics. On a un premier pic qui est très prononcé d'août à novembre, qui cumulait 60% des cas, et un deuxième pic moins prononcé entre mi-février et fin mars, qui cumulait 12% des cas. Alors, au niveau de la construction des indicateurs synthétiques, l'analyse en composante principale a permis, en utilisant le critère de Kaiser, de construire et conserver deux indicateurs synthétiques météorologiques qui représentaient 85,4% de l'inertie totale. Et le premier indicateur qui était formé par les variables autour de la pluviométrie représentait 52,9% de l'inertie, et le deuxième indicateur qui était formé par les variables autour des températures représentait 32,5% de l'inertie. Les valeurs du premier indicateur étaient positives entre fin juin et début octobre, ce qui correspond à la saison pluvieuse. Et les valeurs du deuxième indicateur étaient positives entre la mi-février et mi-juin, qui correspond à la saison sèche chaude, c'est-à-dire la période de mars à juin, et à la période de transition saison humide, saison sèche, d'octobre à novembre. Pour les résultats de l'analyse spatiale, nous avons identifié et cartographié les clusters à haut risque de paludisme durant l'année épidémique, et nous avons détecté 4 clusters à haut risque qui cumulaient 1685 cas pour 1973 habitants, soit un taux d'incidence moyen de 854,02 cas pour 1000 habitants année. Et ces clusters étaient plutôt localisés au sud et au centre de la zone d'étude. Et le cluster le plus à risque, qui avait un risque relatif de 4,6, était constitué d'un seul village qui cumulait 400 cas pour 228 habitants, soit un taux d'incidence de 1750,75 cas pour 1000 personnes années. Et vous avez les risques relatifs pour les 3 autres clusters. Ici, on vous présente la carte du nombre de cas de paludisme détectés dans les centres de santé avec les clusters. Le décalage qui minimisait l'UBRE était de 9 semaines pour le premier indicateur et de 16 semaines pour le deuxième indicateur. Et les résultats de l'analyse multivariée a mis en évidence une variabilité des cas plus fortes entre les centres de santé qu'entre les villages qui dépendent d'un même centre de santé. Et on avait un coefficient d'autocorrélation temporelle qui était issu de la structure d'autocorrélation autorégressive d'ordre 1, qui indiquait l'existence d'une autocorrélation temporelle des cas. Ici, dans le modèle multivarié, les indicateurs 1 et 2 décalés étaient significativement associés avec le nombre de cas de paludisme enregistrés à l'échelle des villages. Et la relation entre le nombre de cas et le premier indicateur, qui, je rappelle, était associé aux précipitations, était positive et presque linéaire. Et sur l'ensemble de la plage des valeurs de cet indicateur-là. Et pour l'indicateur numéro 2, qui était constitué des variables associées aux températures,
on observe une relation positive non linéaire avec une augmentation des cas de paludisme uniquement pour les valeurs positives de cet indicateur. Et donc, en dessous de 0, les variations des valeurs de l'indicateur 2 n'influencent pas le nombre de cas. Alors, quant à la distance des villages au centre de santé, elle n'était pas associée à l'incidence du paludisme. Ensuite, l'évolution du ratio standard d'incidence en fonction des valeurs des indicateurs est présentée ici à droite. Alors, je rappelle que pour les modèles additifs généralisés, le calcul des ratios standards d'incidence est différent de celui des GLM. Alors, puisque la relation entre la réponse et le prédicteur dans les modèles GAM peut être non linéaire, les ratios standards d'incidence ne sont pas constants sur toute la plage de valeurs de chaque prédicteur. Et donc, pour le premier indicateur, on observe un risque qui est constant sur les 3 premiers déciles, puis on a une augmentation du risque entre les déciles 4 et 7. Ensuite, on atteint un plateau au-delà du décile 8. Et pour le deuxième indicateur, on observe aussi un risque constant sur les 2 premiers déciles, puis une augmentation du risque jusqu'au décile 8 et une diminution du risque au décile 9 et 10. À l'aide du modèle multivarié qu'on a construit sur une année épidémique, nous avons prédit le nombre de cas dans les 27 villages sur l'ensemble des semaines de l'année 2016 et jusqu'à la semaine 36 de l'année 2017. Et la prédiction ainsi obtenue a été superposée avec la série temporelle des cas. Et on observe que la prédiction suivait l'allure générale de la série temporelle des cas observés, mais on avait une tendance à la sous-estimation, notamment durant le pic secondaire en début de l'année 2017. Le modèle prédisait avec un retard de 3 semaines le démarrage du pic épidémique de l'année épidémique 2017-2018. Alors, discussion et conclusion. Si on compare la distribution des clusters avec la distribution spatiale des moustiques vecteurs de paludisme dans la zone, qui était un travail qui a été fait précédemment dans cette zone sur le même village, on s'aperçoit que les clusters ne correspondent pas aux zones où les densités de vecteurs étaient les plus fortes. Donc, ceci indique que l'hétérogénéité des densités vectorielles ne permet pas d'expliquer les hotspots des cas. Et donc, les autres facteurs connus pour faire varier spatialement l'incidence du paludisme sont d'ordre socio-économique, comportemental et aussi liés à l'accès aux dispositifs de prévention et de soins. Alors, dans notre étude, le nombre de cas de paludisme n'était pas lié à la distance euclidienne des villages au centre de santé, contrairement aux résultats de certaines études. Il est donc probable que une meilleure mesure de l'accès aurait été le temps de parcours. Et donc, des travaux complémentaires visant à expliquer ces hotspots-là devront utiliser de meilleures approximations du temps de parcours et intégrer d'autres facteurs potentiellement explicatifs, d'ordre socio-économique, niveau d'éducation, situation financière, activité professionnelle, etc. Ou encore liés à l'usage des moustiquaires imprégnés. Et ces facteurs devraient permettre de comprendre notamment les 2 clusters à haut risque qui n'étaient composés que d'un seul village et dont les fortes différences d'incidence observées avec les villages voisins ne peuvent être expliquées a priori par des facteurs entomologiques ou d'accès aux structures de soins. Alors, néanmoins, l'analyse des clusters à haut risque, telle que réalisée dans notre étude, permet d'identifier de manière simple et à faible coût des villages qui pourraient constituer des zones d'intervention prioritaires.
Alors, ce modèle spatio-temporel basé sur deux indicateurs météorologiques décalés et construit avec les données d'une seule année épidémique a permis de prédire le démarrage de l'épidémie suivante 9 semaines à l'avance, mais avec une erreur de 3 semaines. C'est-à-dire que l'épidémie réelle a démarré 3 semaines avant la prédiction du modèle. Néanmoins, la prédiction du démarrage de l'épidémie est suffisamment bonne pour permettre la mise en place d'alertes précoces et anticiper localement des campagnes de prévention. Le, le modèle pourrait probablement être amélioré en introduisant en routine de nouvelles données et en reconstruisant les prédictions. Et un tel dispositif nécessite que les données de consultation en centre de santé puissent être disponibles rapidement, ce qui est facilement obtenu avec l'utilisation de tablettes connectées, puisque ici les données météorologiques ERA5 sont disponibles en 5 jours. Alors, voici la bibliographie utilisée pour ce travail et je vous remercie pour votre attention.